Ok. Encore une fois, bonsoir, chers amis, chers collègues, chers participants. Merci pour la confiance. J'espère que vous m'entendez. Et vraiment, ça me fait plaisir de vous avoir encore ce soir pour cette formation qui porte sur la formation en présentiel. D'accord? Comment réussir une formation en présentiel. Et comme je disais la dernière fois, la formation constitue de nos jours une opportunité de d'emploi. C'est-à-dire être formateur aujourd'hui constitue une profession intéressante qui peut donner de l'emploi à son homme ou à sa femme. Donc, j'ai préféré faire cette première formation en ligne parce que ça permet de donner les connaissances clés, c'est-à-dire les notions pour pouvoir réussir une formation en présentiel. Je vais réorganiser cette formation en présentiel aussi, mais là, pour aller de manière plus pratique sur certains aspects. Donc, comme cette formation en ligne, nous allons juste voir les aspects théoriques, quelques aspects théoriques, mais clés pour réussir une formation en présentiel. Je crois que vous me connaissez déjà. Je suis David Latier, directeur du cabinet LMD Consulting. Et je suis aussi le coordonnateur de l'incubateur BAMLab. J'ai pas mal d'expérience en matière de formation et surtout à l'endroit de différents publics. J'ai formé des femmes, j'ai formé des jeunes, j'ai formé des gens qui ont été à l'école, j'ai formé des gens qui n'ont pas été à l'école, c'est-à-dire en langue locale. Donc, j'ai été enseignant aussi. C'est aussi une forme de formation. Donc, aujourd'hui, c'est mon expérience. Donc, en dehors des formations que j'ai suivies sur la formation pour être formateur, moi-même, j'ai fait l'expérience, j'ai essayé d'appliquer les différentes méthodologies et c'est ça qui me permet aujourd'hui d'être en droit de pouvoir vous transférer ou bien vous transmettre les connaissances de mes expériences. Donc, je vous dis encore une fois merci pour l'attention, merci pour la présence et j'espère que cette formation vous donnera ce dont vous avez besoin ou du moins ça va satisfaire vos attentes. C'est vrai que je n'ai pas recueilli vos attentes, mais je sais d'emblée que quand vous avez accepté faire partie de ce groupe, c'est juste pour renforcer vos capacités, hein, pour devenir formateur, formatrice ou facilitateur, facilitatrice ou animateur. Donc, c'est dans ce sens. Donc, l'objectif de cette formation, principalement, c'est pour vous amener à appréhender les différents éléments à prendre en compte pour réussir une formation en présentiel. D'accord? Les formations en présentiel sont beaucoup plus complexes parce que là, vous êtes en face d'un public, vous êtes directement en contact avec le public et vous devez pouvoir être présent, très très présent pour que le message puisse passer. C'est différent lorsque c'est une formation en ligne. C'est vrai, nous allons aussi faire cette formation en ligne, c'est-à-dire que comment réussir une formation aussi en ligne. Mais en présentiel, c'est beaucoup plus complexe parce qu'on est dans le champ, en contact direct avec nos participants. Et là, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut prendre en compte pour réussir cette expérience. Donc, nous allons premièrement voir, la première des choses, c'est la maîtrise du sujet. En tant que formateur, que ce soit en ligne ou bien en présentiel, il faut maîtriser le sujet, il faut maîtriser le thème. Et il faut donner les éléments qui démontrent que vous maîtrisez le thème. Le sujet, il faut aussi présenter de telle manière qu'on puisse sentir que vous maîtrisez le sujet. Donc, la première des choses, c'est connaître le contenu de la formation, c'est-à-dire ce que vous-même vous voulez transmettre aux autres, vous devez pouvoir les avoir en vous. C'est-à-dire vous devez vous former avant de former les autres. Donc, vous devez connaître le contenu de la formation. Ce que vous voulez donner aux autres, vous devez le savoir. D'accord? Et ça va vous permettre d'être capable de répondre aux questions. Vous allez voir, quand c'est en présentiel, parmi les participants, même que ce soit en ligne, lorsqu'il y a formation, parmi les gens qui sont là, parmi les participants, il y a des gens qui savent un peu, d'autres qui savent beaucoup, d'autres qui ne savent rien. Il y a pratiquement ces trois catégories de personnes. D'accord? Donc, ceux qui ne savent rien vont avoir envie d'apprendre, de découvrir, et leur posture, leur position, leur façon de poser les questions vont être différentes de ceux qui sont là pour compléter et ceux qui sont là pour voir si ce que vous savez correspond à ce qu'ils savent.
sais pas si vous voyez. Donc, vous aurez des questions, les différents types de questions. Donc, pour quelqu'un qui sait déjà, qui maîtrise déjà le sujet, sa manière de vous poser la question va vous permettre de savoir effectivement s'il maîtrise le sujet ou bien s'il a une fois vécu ou bien il a une fois eu à contact avec le sujet ou le thème. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est important de pouvoir déceler ça assez tôt pour ne pas tomber dans le piège ou bien ne pas perdre la face devant les participants. Donc, c'est pourquoi on dit qu'il faut avoir aussi une compréhension pratique de la matière. Ici, nous sommes en ligne. Ça veut dire que ici, nous faisons la formation en ligne. C'est ça qui fait qu'il y a certains aspects, nous ne pourrons pas faire ça pratiquement. Mais vous, quand vous faites la formation en présentiel, vous devez démontrer par la pratique que vous maîtrisez le sujet toujours. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas faire des présentations théoriques sans avoir des éléments pratiques pour corroborer, c'est-à-dire comme preuve. Et donner des exemples concrets, d'accord? Donner des exemples concrets et aussi avoir une vision globale. Aujourd'hui, nous parlons de formation, c'est vrai. Mais quand on parle de formation, il y a un certain nombre d'éléments qui entrent en jeu. Vous allez les découvrir tout au long de cette présentation. Donc, si vous êtes maître d'un sujet et vous n'êtes pas capable de pouvoir faire le lien avec ce thème, avec d'autres aspects de ce thème-là, votre champ de maîtrise est limité. Est-ce que vous voyez? Donc déjà, tout à l'heure, dans l'introduction, j'ai parlé de facilitateur, j'ai parlé d'animation. Ce sont des postures du formateur qu'un formateur doit savoir. Mais si vous êtes formateur, vous êtes vraiment calé. Même j'ai parlé même de l'enseignement, qui est aussi une posture d'enseignant. Donc il y a tout ça là qui constitue une vision holistique, une vision globale qu'un formateur doit pouvoir savoir, qui démontre de sa maîtrise du sujet. Donc, à partir de là, la maîtrise du sujet va pouvoir lui permettre aussi de s'adapter au contenu, d'adapter le contenu plutôt aux besoins de ses apprenants, de ses participants. Ça veut dire quoi? Quand nous voulons faire une formation, il faut comprendre que c'est un ensemble de connaissances que nous disposons, nous avons à notre disposition. C'est un ensemble. Nous faisons des recherches, nous lisons des documents, nous croisons des informations et des connaissances pour pouvoir extraire les éléments qui peuvent vous aider. Aujourd'hui, cette formation que je fais envers vous, c'est que j'ai une idée de qui vous êtes. C'est pourquoi je l'adapte ou je l'ai fait comme je le fais. Je vois. Donc, mais si cette même formation, on me le demande, on me la demande de faire ça vers un public qui n'a pas été à l'école, ou du moins c'est d'un niveau un peu bas. Désolé pour le bruit, hein. Je suis à côté de la route là. D'accord, toutes mes excuses. Donc, je disais que la maîtrise du sujet sera aussi prouvée dans la manière dont le formateur adapte le contenu de sa formation aux participants qu'il a en face. Si vous avez en face des gens qui ont été à l'école ou qui ont un niveau élevé, le contenu va être différent de ceux qui n'ont pas été à l'école, du moins ceux qui ne sont pas, n'ont pas un niveau assez élevé. C'est ce que vous voyez. Donc, déjà, la manière d'adapter le contenu démontre aussi de la maîtrise du sujet par le formateur. Donc, vous, en tant que formateur, vous avez intérêt à maîtriser vos sujets qui sera remarqué dans le contenu que vous présentez, dans votre capacité à répondre aux questions et dans votre compréhension pratique du sujet, et votre vision globale de la thématique et votre capacité à adapter le contenu aux participants que vous avez en face de vous. Ouais, donc déjà, ça, c'est l'étape primordiale pour pouvoir mériter votre titre de formateur, pouvoir satisfaire vos participants. Il faut que vous ayez déjà à ce niveau démontré que vous êtes capable d'accomplir cette mission et surtout de garder l'attention et la participation active de vos participants. Parce que déjà, quand ils vont pressentir que vous ne maîtrisez pas le sujet, je vous assure, déjà, ils vont augmenter, ils vont doser les questions, ils vont poser des questions plus difficiles pour vous amener à perdre la face. Nous allons voir vers la fin l'autre posture, le leadership et comment résoudre ces problèmes aussi. Est-ce que déjà à ce niveau, vous avez des questions à me poser? Ou par exemple, ceux qui viennent de nous rejoindre, j'espère que vous nous recevez. Le son arrive chez vous. J'aimerais vous entendre pour être sûr. Oui, moi particulièrement, je vous reçois.
Merci. Donc, je suppose que, voilà, madame, je me suis dit que c'est bon. Elle précise que pour le moment. OK. J'espère que ça sera bon pour la suite. L'autre aspect, c'est la maîtrise de la communication claire. C'est-à-dire, ici, nous parlons de la communication orale. Il va falloir prouver par votre communication que vous maîtrisez aussi la communication. C'est vrai, quand on parle de communication, les gens voient l'expression verbale. Non, la communication ne se limite pas à l'expression verbale. D'accord? Il y a un ensemble d'éléments qui rentrent dans la communication. D'abord, il y a la communication verbale et la communication non verbale. C'est ouais. Donc, déjà, dans ce processus ou bien dans cette expérience de formateur, le formateur ou la personne désignée à faire cette formation doit pouvoir démontrer d'une maîtrise de la communication claire. D'accord? Par l'usage d'un langage simple et clair. Tout à l'heure, je parlais de la maîtrise du sujet. Quand vous maîtrisez le sujet, vous devez savoir quelles sont les expressions terre à terre que vous pouvez utiliser pour permettre à votre public cible de vous recevoir, ou quelles sont les expressions soutenues ou les expressions courantes selon votre public cible. Est-ce que vous voyez? Parce que déjà, adapter le contenu, c'est aussi ça. C'est adapter la communication à votre public cible et selon les contextes. En présentiel, le message doit être plus direct. Il n'y a pas de canal. Mais ici, nous sommes en ligne. Déjà en ligne, à distance, il y a le canal de Google Meet. Et il y a le canal, parce que là où je suis, le bruit, tout ça là vont contribuer à troubler le message. Mais quand on est en présentiel, ces canaux sont limités. Ces bruits, cet environnement est mieux cadré, mieux géré. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pourquoi vous devez démontrer d'un langage simple et clair. En plus de cela, vous devez avoir une bonne diction. La bonne diction, ça veut dire quoi? Prononcer clairement les mots. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi je suis à distance, je suis en ligne, donc il y a le problème de connexion. Tout le message vous parvient par la connexion, par les câbles, par le réseau. Maintenant, tout jusqu'à ce que ça n'arrive chez vous, ce qui est sûr, il y aura un écart. Le son, les bruits, d'autres éléments, tout ça va faire que le message ne va pas arriver. Mais quand on est en présentiel, là, le message est plus direct. Donc, vous devez pouvoir faire l'effort de parler de manière claire, articuler bien les mots, les phrases, faire des pauses, permettre aux participants de pouvoir vous suivre. D'accord? Ce n'est pas une récitation, ce n'est pas une chanson, ce n'est pas un spectacle où vous allez faire votre one-man show. C'est une interaction. Comme je disais ici, c'est en ligne et on a une faible, comment on dit ça, euh, occasion, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de champs pour pouvoir interagir, mais lorsqu'on est en présentiel, on doit pouvoir interagir avec les participants. D'accord? Donc, la diction permet aussi de pouvoir réguler cette interaction, la manière dont vous prononcez les mots, la manière dont l'intonation, tout ça va pouvoir vous aider à garder les participants actifs et scotchés. D'accord? Si on peut utiliser ces termes-là. En plus de cela, vous devez pouvoir aussi utiliser des exemples concrets. Exemple concret, comme je dis, si nous étions en présentiel, il y a les exemples concrets que je dois pouvoir vous démontrer. Maintenant que nous sommes en ligne, c'est vrai, vous pouvez vous demander d'allumer vos caméras et vous suivre, mais ça va être très différent de la formation en présentiel. Donc, déjà, quand vous êtes en présentiel, vous avez cet avantage de pouvoir démontrer. Je dis bien démontrer, vous me montrez et puis vous démontrez. Tout à l'heure, je suis en train de vous montrer parce que vous suivez une présentation, mais quand on est en présentiel, vous devez pouvoir démontrer. Quand j'ai exemple concret par rapport à la communication claire, je dois pouvoir vous montrer des éléments que vous pouvez voir et sentir que vraiment c'est des éléments de la communication claire. Donc, déjà, c'est très important pour maîtriser ou bien pour démontrer que vous maîtrisez. Ici, c'est beaucoup plus pour démontrer que vous maîtrisez la communication claire. Parce que pour être un formateur, il faut vraiment avoir une bonne communication. Et comme je dis, la communication, il y a verbal et non verbal. Poser des questions pour encourager la participation. Tout à l'heure, il a fallu que je pose la question pour voir si vous me suivez. Parce que je ne pouvais pas, à distance, c'est ça qui est compliqué. Tu vas avoir l'air de parler seul. Parce que je n'arrive pas à voir vos visages pour voir comment vous réagissez, comment vous prenez cette présentation.
Mais lorsque c'est en présentiel, là, je vois tout. Je dis bien, je dois pouvoir voir tout. Nous allons voir dans les diapos qui vont suivre la posture, c'est-à-dire la position que le formateur doit pouvoir prendre pour pouvoir avoir la gestion du groupe, pouvoir la maîtrise ou avoir la gestion du groupe. C'est-à-dire que la position du formateur doit pouvoir lui permettre de voir tous les participants, de voir clairement les participants et de pouvoir interagir et voir comment les motiver ou les faire participer à sa formation. Se concentrer sur les objectifs éducatifs ou formatifs. Une formation, ce n'est pas une conférence. Même si c'est une conférence, ça a un but précis. Pour ma formation, je vous ai dit, l'objectif, c'est de vous amener à appréhender les éléments clés pour pouvoir animer de manière efficace une formation. Maintenant, quand on est en présentiel, vous devez pouvoir garder ça en vue. Parce que c'est pour éviter quoi? Les débats qui vont pouvoir sortir du cadre de la formation. Et vraiment, il y a des participants qui se comportent ainsi. Ils vont poser des questions et vous allez vous mettre à échanger sur les questions jusqu'à déborder, c'est-à-dire aller sur des aspects que vous n'avez pas prévus. D'accord? Donc, si vous n'arrivez pas, vous ne faites pas l'effort de recentrer toujours les débats, de concentrer les échanges sur les objectifs de formation, vous allez finir vos heures, ou du moins, vous allez vous rendre compte que vous êtes en retard, ou du moins finir votre heure sans avoir fini votre présentation. Je vois. Si on vous donne 2 heures et vous restez à bavarder dans les 2 heures, vous allez finir votre formation, vous allez finir votre temps, mais vous n'aurez pas fini votre formation. D'accord? Donc, ça rentre aussi dans la communication claire. Et nous avons aussi être empathique et attentif aux besoins des apprenants. Qu'est-ce que ça veut dire empathique? C'est un mot un peu plus compliqué, mais du moins, bon, le mot peut être simple, mais la manière dont ça se passe, c'est cette capacité à pouvoir se connecter, c'est-à-dire à pouvoir sentir les besoins, les attentes de vos participants sans qu'ils ne parlent. C'est-à-dire que pour pouvoir y arriver, vous allez être capable de vous mettre à la place de vos participants. C'est-à-dire, avant d'être formateur, il faut avoir eu la position de former ou de participant. Donc, vous, en tant que formateur, vous savez que vous avez été participant ou formé. Vous devez pouvoir vous mettre à la place de vos apprenants et imaginer, pas imaginer, même sentir les besoins, les désirs et pouvoir trouver les moyens de les satisfaire. Déjà, vous parlez, vous voyez que les gens sont en train de dormir. Vous faites vos formations, vous voyez que les gens sont en train de dormir et ça ne vous dit rien. Vous continuez pas à bavarder seul, bavarder seul. Mais alors que vous êtes en face, vous les voyez dormir, vous les voyez s'étirer, vous les voyez pousser les jurons ou bien adopter une posture qui démontre que votre formation ou bien votre discours n'est pas intéressant. Vous voyez. Donc là, en ce moment, vous ne faites pas preuve d'empathie plutôt. Parce que là, si vous êtes empathique aussi, vous devez pouvoir comprendre que ça fait déjà 1 heure que vous parlez seul ou bien 2 heures que vous parlez seul sans pouvoir leur donner la parole. Et ça, vous savez que si vous êtes participant, vous pouvez être mal à l'aise. Donc, c'est très important de pouvoir se connecter aux participants. Permettez-moi d'utiliser ce mot, mais c'est ce qu'on peut dire par rapport à être empathique, que de pouvoir sentir les besoins des apprenants et pouvoir les satisfaire lors d'une séance. Je rappelle toujours que s'il y a des questions à chaud, vous pouvez m'arrêter en même temps pour les poser avant qu'on enchaîne. Mais si vous prenez soin de les noter aussi pour pouvoir les poser à la fin, ça serait bien. J'espère que je ne parle pas trop rapidement. Et ça m'arrive de parler très rapidement, donc j'aimerais savoir si je ne parle pas trop rapidement. Monsieur Rassidi. Oui, je vous écoute. Le rythme est bon? Bon, le rythme est bon. Ok, merci Oui, beaucoup. Madame Yendoutien, vous êtes là? Je sais que M. Valentin reste toujours scotché. Ça me fait plaisir de vous savoir toujours connecté. Maintenant, l'autre étape, c'est la maîtrise de la planification pédagogique. Une formation, c'est un peu comme, comment on dit ça, un film, une pièce de théâtre à jouer. Donc, nous appelons ça, il y a le scénario pédagogique. D'accord, le scénario pédagogique. Donc, avant de faire la formation, vous devez pouvoir imaginer la formation. Vous devez pouvoir
monter, c'est-à-dire que scénariser, voilà. Prévoir le déroulement de la formation du début à la fin. Quand on dit prévoir, c'est de ne pas faire les choses en tout cas, au millimètre près, mais c'est de pouvoir identifier les grandes étapes de votre formation en se préparant à certaines choses. Et ça veut dire quoi? D'abord, vous avez des objectifs clairs. Où est-ce que vous voulez amener vos participants? Vous devez savoir cela. Pour ce soir, la formation, c'est de vous amener à connaître les connaissances clés, avoir les connaissances clés pour animer efficacement une formation. Là, c'est un peu plus simple. Mais dans des cas de formation en présentiel, il y a cet objectif de développer une compétence, d'amener les participants à développer une compétence. La formation que je suis en train de faire en ligne, là, si je devais la préparer en présentiel, ça devait être différent parce que nous devons pouvoir combler ce besoin aussi. Est-ce que vous voyez? Donc, déjà, dans la planification, vous devez avoir les objectifs clairs et préparer le contenu pour pouvoir répondre à ces objectifs-là. D'accord? Quand c'est en présentiel, généralement, les formations suivent 3 étapes ou 2 étapes. D'abord, la connaissance, le savoir et le savoir-faire. C'est pratiquement les 2 principaux objectifs d'un module de formation de 2 heures. D'accord? Après la séance, là, vous devez être capable d'animer une formation en présentiel. Mais ici, c'est une formation en ligne et ce n'est pas une formation présentielle. Donc, vous aurez les connaissances ou les informations nécessaires qui pourront vous permettre d'animer une formation en présentiel. Et si nous étions en présentiel pour cette formation, vous devez être à la fin de cette séance, vous allez être capable de faire cela. Là, nous allons travailler. Il y aura un côté pratique que nous allons faire pour vous aider à développer cette compétence. D'accord? J'espère que le bruit à côté ne vous dérange pas trop. Vraiment, toutes mes excuses. Je n'ai pas su que les enfants là seront là à côté. Un instant. Donc, la planification pédagogique aussi consiste à sélectionner les méthodes d'enseignement appropriées. Une formation n'est pas linéaire, une formation n'est pas... Deux formations sur la même thématique n'est plus la même formation. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une formation, comme je dit tout à l'heure, selon le contexte, selon le lieu, selon les matériels qu'on a, nous devons pouvoir sélectionner une méthode d'enseignement qui nous convient, ou du moins qui peut s'adapter au public ou à la situation. Ça veut dire quoi? Nous aurons peut-être par la suite à découvrir les méthodes d'enseignement. Donc, quand on vous dit que vous allez faire une formation, vous devez pouvoir savoir, avoir un certain nombre d'éléments pour pouvoir préparer, c'est-à-dire faire le scénario de cette formation. C'est ce que nous appelons la planification pédagogique. Si on vous dit que vous allez former peut-être 100 personnes en un seul coup, en 2 heures, 3 heures, la planification pédagogique que vous allez faire dans ce cas sera différente lorsqu'on vous dira de faire cette même formation à un public de 10 personnes ou de 5 personnes ou de 3 personnes. Et ce, vous voyez. Donc, déjà, la sélection des méthodes pédagogiques, c'est crucial. Crucial pour que le message puisse passer, pour qu'il y ait vraiment harmonie entre le résultat attendu et la méthode pédagogique utilisée. Tout ça là, c'est lié aux objectifs que vous êtes fixés. Si vos objectifs, selon les objectifs que vous êtes fixés, vous devez savoir quelle est la méthode pédagogique à adopter. Question. Monsieur Lafidi, oui. Par rapport à la planification pédagogique, vous venez de démontrer l'expérience que si nous avons plus de 100 personnes à former, c'est carrément différent d'avoir un nombre restreint. Oui. Est-ce que la planification pédagogique là impacte sur le contenu du module? Oui. Je dis bien ça, c'est ça même qui définit le contenu du module. Il y a le nombre de participants qui va te donner des informations sur quelle est la méthode pédagogique à adopter. Il y a la durée de la formation qui va te donner des informations sur la planification pédagogique que tu vas adopter. Il y a la catégorie, c'est-à-dire le profil des participants.
Est-ce que vous voyez? Donc, il y a pas mal d'informations que vous devez prendre en compte pour pouvoir faire votre planification pédagogique. Et au-delà de tout, ce que le commanditaire, celui qui vous a dit de faire la formation, vous dit l'objectif que vous voulez atteindre. Si c'est vous-même qui avez initié cela aussi, vous devez savoir quel est l'objectif que vous voulez atteindre. Ce sont tous ces éléments réunis que vous allez voir, vous allez utiliser pour pouvoir déterminer la planification, le scénario pédagogique. La planification pédagogique, c'est le scénario. Le scénario, c'est un peu le déroulement de la formation. On me donne 100 participants en formé en 2 heures. Est-ce que je peux pouvoir prévoir la pratique? C'est-à-dire que chaque participant va passer pour faire la pratique dans les 2 heures. C'est pas évident. Ils ne pourront pas passer tous. Mais si on me donne 10, je peux pouvoir prévoir que je fais ma présentation en 30 minutes ou en 45 minutes ou en 1 heure. Et les 1 heure restantes, chaque participant peut passer au moins déjà 5 minutes ou 10 minutes pour faire une petite présentation, quelque chose de plus simple. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si on me donne 2 heures, mais il y a 100 personnes, on me dit que les 100 personnes doivent pouvoir être capables de... Là, je vais voir aussi, au lieu de faire peut-être une présentation théorique, je peux rapidement trouver la méthode qui peut s'adapter. Peut-être faire des sous-groupes. Sur 100, peut-être on peut faire les sous-groupes de 20, 20, 20, 20. Est-ce que vous voyez? Dans les sous-groupes de 20, 20, là, je prends 30 minutes, par exemple, pour expliquer les 100 personnes en même temps. Comment il faut faire. Et je les invite maintenant à aller dans les sous-groupes pour faire ça devant leurs camarades en groupe. Est-ce que vous voyez? Donc, en sous-groupe, ils vont pouvoir s'auto-évaluer, ils vont le faire ensemble, s'auto-évaluer. Donc, tout ça, là, ça dépend. Tout dépend. Et c'est vraiment crucial de trouver la méthode. Tout ça, là, vous devez pouvoir imaginer ça et voir la faisabilité avant de l'appliquer. Dans le cas contraire, devant le public, si vous échouez, je dis bien vous échouez, comment vous avez fait votre scénario et le public a trouvé que ça ne peut pas passer, vous allez perdre la face et vous-même, vous ne saurez plus comment faire. C'est vrai que il faut toujours prévoir un plan B, mais pour certains cas, c'est un peu difficile de prévoir parce que vous aurez perdu du temps. Est-ce que c'est bon? Monsieur Rafiki, c'est bon? D'accord. Maintenant, c'est en fonction des participants aussi qu'on détermine l'approche participative, c'est ça? Oui. Il y a la durée du module. La durée du module. Si on a 2 heures ou 2 jours, 3 jours, c'est pas la même chose. Cette formation, par exemple, si on me dit de faire ça en 2 jours, la manière dont je vais faire pour chaque jour, bien chaque heure, ça ne serait pas la même chose que ce que je vais faire en 2 heures là. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est tout ça là qui donne des informations sur comment préparer la formation. Ici, c'est la préparation, la planification pédagogique. Si vous ne tenez pas compte de ça, déjà en préparant les modules, vous pouvez être éliminé si vous êtes en concurrence avec d'autres. Parce que quand on va vous recruter en tant que consultant, on va vous dire de faire une formation, on va vous dire de préparer les modules et d'envoyer. Avant la préparation des modules, on va vous dire de faire, l'agenda, c'est-à-dire le chronogramme, le scénario de la formation, comment la formation va se dérouler. Maintenant, si on voit que vous avez surchargé l'agenda, c'est-à-dire que vous avez mis tellement de choses qui ne seront pas supportables par le public. Dans tous les cas, si vous êtes déjà retenu, on va vous dire de simplifier. Maintenant, même si vous présentez de façon bien serrée et la manière dont vous allez dérouler ça, c'est à vous de savoir présenter cela. Vous devez savoir chaque présentation combien de temps ça peut prendre. Donc, pour continuer notre planification pédagogique, la maîtrise de notre planification pédagogique, il y a aussi la capacité de créer des activités d'apprentissage variées et engageantes. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Il y a les travaux de groupe, mais beaucoup de formateurs utilisent le travail de groupe à tort et à travers. Il y a les travaux en sous-groupe, ça dépend de quel travail il faut faire en sous-groupe. D'accord? Donc, comme il dit, ça dépend de l'objectif et ce que les gens feront en sous-groupe. Sinon, le sous-groupe permet de gagner beaucoup de temps. En 2 heures, on peut former 100 personnes à pouvoir être capable d'animer une session de formation. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est possible selon le scénario qu'on peut adopter. Bon. Évaluer la progression des apprenants.
évaluer la progression. Parce que déjà, à chaque fois, ici, c'est en ligne et l'interaction est un peu faible. Sinon, en temps normal, il y a des questions qu'on pose au fur et à mesure qu'on avance pour voir si effectivement les gens nous reçoivent. C'est-à-dire pour voir si les participants retiennent ce qu'on leur demande. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est important, très important de pouvoir évaluer. Ça, ce n'est pas des tests avec des documents, mais il s'agit de poser quelques questions simples après chaque module pour voir si les gens reçoivent ou les gens ont compris ce que vous avez dit. Donc, c'est beaucoup plus avec les questions que les gens peuvent vous démontrer qu'ils vous suivent ou bien qu'ils comprennent ce que vous dites. Vous pouvez leur poser des questions sur ce que vous venez de faire pour voir comment ils vont réagir à cela. Et même vous-même, vous voyez sur leur visage, sur leur comportement, s'ils suivent vraiment la progression de la formation. Et s'ils sont distraits, ne suivent pas, vous devez vous remettre en cause et vous revoir la technique de dynamisation du groupe. Voilà. Parlant de groupe, on tombe sur la maîtrise de la gestion du groupe. Pour la planification pédagogique, c'est bon? Monsieur Valentin, vous êtes toujours là? Oui, je suis là, aussi. D'accord. Madame Kolani. Oui, je suis là aussi. D'accord, je viens de voir votre message. On est là, c'est bon. Ça me fait plaisir. Donc, je parlais de la maîtrise de la gestion du groupe. C'est un peu ce que je viens de faire. C'est-à-dire que gérer un groupe, c'est une autre compétence qu'un formateur doit avoir. Parce que déjà 2 personnes, 3 personnes, ça fait un groupe. Et en tant que formateur, nous devons être en mesure de les gérer. Gérer le groupe, ce n'est pas une affaire de dictature, ce n'est pas une affaire de force, c'est une affaire de tact et de savoir-faire. Donc déjà, quand vous voyez déjà sur l'image, vous allez voir la position du formateur par rapport aux participants. C'est ce que je disais tout à l'heure. Votre position doit pouvoir vous permettre d'avoir suffisamment, de voir tout le monde en face, c'est-à-dire de voir ce que tout le monde fait. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça vraiment un élément clé dans la gestion du groupe. C'est vraiment un élément clé dans la gestion du groupe. Donc, gérer le groupe, c'est de pouvoir aussi créer un environnement d'apprentissage propice. Donc, créer un environnement d'apprentissage propice, c'est quoi? Les échanges, les premiers échanges, les premières discussions, on appelle ça les salutations, les civilités. Est-ce que vous voyez, les blagues, l'humour? C'est-à-dire qu'il faut que le public sente déjà que vous êtes ouvert. Surtout pour des gens qui sont comme nous, qui ont une apparence fermée là. Ça fait un peu peur si tu ne présentes pas déjà que tu es une personne ouverte. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, si je le dis, c'est parce que j'en ai fait l'expérience. D'emblée, quand je viens à une formation, quand les participants me voient, ils s'inquiètent de mon ouverture d'esprit. Et quand ils s'inquiètent de l'ouverture d'esprit du formateur, les participants se referment aussi. Ils ont peur de pouvoir s'exprimer. Donc, déjà au début de la formation, vous, en tant que formateur, vous devez vous montrer ouvert. Déjà par la manière, les manières. Vous pouvez introduire une blague et il faut que ça soit, prier que ça soit une bonne blague. Parce que si vous faites une blague déplacée où les gens sont énervés, déjà vous avez créé un environnement négatif. Si vous avez fait une remarque qui énerve les gens, vous allez créer un environnement négatif et qui ne sera pas positif à l'apprentissage. Est-ce que vous voyez? Déjà, votre manière de vous habiller, votre manière de parler, votre manière de vous comporter, la manière de les traiter, ça peut créer déjà un blocage pour l'apprentissage. Et quand l'environnement est déjà négatif dès le départ, tout ce que vous aurez beau dire, ça ne changera rien. Les participants seront sur leur position. Et si vous ignorez cela, vous n'avez pas pressenti cela pour pouvoir corriger ça à temps,
vous allez parler dans le vide. Et c'est ce qui sera décevant à la fin. D'accord? Donc, il faut aussi encourager la collaboration et la participation. Encourager la collaboration, ça veut dire quoi? Une action de formation, ce n'est pas un transfert direct. Ce n'est pas un transfert direct, ça veut dire quoi? Vous n'allez pas penser que vous possédez tout le savoir et vous allez transférer ça totalement aux participants. Non. C'est une interaction. Comme je disais tout à l'heure, parmi les participants, il y a des gens qui maîtrisent déjà le sujet, d'autres qui ne maîtrisent pas bien et d'autres qui maîtrisent grandement. Donc, si vous ne les encouragez pas à interagir avec vous, à proposer ce qu'ils ont et vous allez construire ensemble, vous risquez de proposer des choses et si vous n'avez pas la chance, c'est des choses qui sont déjà dépassées, qu'ils maîtrisent mieux que vous. C'est-à-dire que peut-être vous présentez une information ancienne alors que la vraie information n'est plus ça. Donc, vous allez perdre la face. Je dis bien, vous allez perdre la face. Et est-ce que le truc défile chez vous? Le diaporama défile chez vous? Non. Ça ne défile pas, ok. Vous êtes quand même sur, c'est bloqué sur quelle page? Maîtriser la gestion du groupe. Maîtriser la gestion du groupe, ok. Ça a changé un peu chez vous? Oui, c'est bon maintenant. Oui, ça a changé maintenant. Maintenant, ça défile. Oui, ça défile. Voilà, donc je parlais de le fait d'encourager les participants à la collaboration et à la participation. Donc, en tant que formateur, nous ne sommes pas détenteurs du savoir. À un certain moment, vous allez adopter la posture du facilitateur. C'est pourquoi de nos jours, même on parle beaucoup plus de facilitateur que de formateur. Vous êtes là à faciliter le transfert de connaissances d'un lieu A à un lieu B. Le lieu A, c'est des documents, c'est de la connaissance que vous allez transférer dans les individus qui sont le niveau B. Est-ce que vous voyez? Donc, vous devez savoir quelle est la disposition pratique, la disposition que vous allez prendre pour faciliter ce transfert. Donc, c'est pourquoi la collaboration et la participation est vraiment de mise. Ce que vous formez dans un domaine, à moins qu'ils soient totalement neutres, totalement zéro de domaine. Mais vous devez aussi évaluer cela. C'est pourquoi il y a certaines formations, on va vous demander de faire un pré-test. Mais généralement, on fait le pré-test le jour de la formation, alors que normalement, le pré-test se fait bien longtemps avant la formation pour qu'on puisse prendre en compte ces éléments et préparer la formation. Est-ce que vous voyez? Donc, le jour de la formation, vous pouvez faire un pré-test pour jauger le niveau de connaissance de vos apprenants avant de faire la formation. Il y a certaines formations qui vont vous exiger de faire le pré-test d'abord. Gérer les divergences d'opinion et les conflits. Il y aura des critiques. Ça, c'est sûr. Il y aura des rejets de point de vue. Il y aura divergence de point de vue de façon globale. Donc, il y aura des conflits d'opinion, des conflits d'intérêts, il y aura des mésententes. Maintenant, il faut pouvoir les gérer. Ça, il va falloir apprendre à être détaché. En tant que formateur, vous devez vous éviter de vous impliquer personnellement. Quand je dis personnellement, parce que ça veut dire quoi? Ce que je vous transfère aujourd'hui, ça ne vient pas de ce que moi je suis, ce que moi je sais, mais ça vient de ce que vous devez savoir. Parce que, je ne peux pas influencer cette information avec mes données personnelles. Oui, peut-être moi je n'aime pas, j'aime les conflits, que je vais pouvoir dire que non, lorsqu'il y a un conflit, il faut faire ceci ou bien il faut faire cela. Non. Est-ce que vous voyez? Donc déjà, la gestion des divergences est importante. Les participants peuvent se quereller entre eux, peuvent se tirailler sur un point de vue. Donc vous, en tant que formateur, vous devez être formé sur la gestion de ces conflits et la gestion du groupe pour pouvoir gérer ces genres de situations. Parce que si vous ne faites pas attention, vous allez pouvoir aggraver la situation, créer un conflit plus grave et surtout un conflit qui vous concerne, c'est-à-dire qui vous prend aussi en compte. Vous êtes aussi un acteur du conflit. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que maintenant, un acteur principal du conflit. Et là, je crois que vous allez perdre votre réputation par la suite. Parce que, imaginons que vous fassiez une formation sur la gestion de conflits
et finalement vous rentrez en conflit avec les participants. Si le commanditaire constate cela ou bien voit cela, mais je crois que les prochaines fois, vous ne pourrez plus faire on ne pourra plus vous solliciter pour faire ces formations. D'accord? Être capable de résoudre les problèmes. Les problèmes ici, ce n'est pas des conflits, mais ça peut être aussi des soucis techniques, des soucis pratiques ou des éléments. C'est-à-dire que des problèmes dans la mesure où peut-être tu es en train de faire la formation, il y a eu coupure de courant. Il y a une coupure de courant, voilà, tu faisais une présentation avec un vidéoprojecteur, ça s'est arrêté, tu vas faire comment? C'est vrai, en ce moment, tu ne pourras pas appeler la sûreté. Comment tu vas gérer ce problème? C'est un problème qui est né, comment tu vas gérer cela? En dehors de ça, peut-être tu es en train de faire la présentation et voilà, le vidéoprojecteur ne projette pas bien l'image. Ou les images n'arrivent pas à projeter. En ce moment, tu es là, tu prends ton téléphone, tu es en train d'appeler un technicien. Voilà, donc à ce niveau, c'est un peu très embêtant. Vous, en tant que formateur, nous allons voir ça dans les diapositives qui suivent. En tant que formateur, vous devez être capable aussi de résoudre ces petits problèmes. D'accord? Assurer la sécurité et le bien-être des apprenants. Voilà. En ce moment, vous êtes comme un papa pour eux, vous êtes comme un doyen et vous devez être là pour assurer leur sécurité. Assurer leur sécurité ne veut pas dire que vous devenez leur gardien ou leur agent de sécurité, mais vous prévoyez les conditions pratiques pour qu'ils soient en meilleure position. D'accord? Si vous êtes informé sur la salle, vous devez peut-être arriver plus tôt pour inspecter la salle pour voir si elle répond aux conditions de votre formation. Est-ce que vous voyez? Donc, vous avez intérêt à découvrir la salle avant les participants. Si vous avez le choix de choisir les salles aussi, ça vous arrange. Vous pouvez choisir une salle qui convient à la formation et disposer les tables de sorte que les participants puissent être à l'aise. Donc, c'est ce qu'on veut dire par assurer la sécurité, le bien-être des apprenants. Parce que s'il y a un incident qui arrive suite à votre négligence ou à votre méconnaissance, ça va entacher votre réputation. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la maîtrise du groupe? Ok. Je suppose qu'il n'y a pas de questions, tout en supposant que les gens sont toujours là. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi écrire dans le chat. Il y a le tour de message là, vous pouvez écrire. Si vous écrivez là-bas, je peux toujours lire et répondre. Même si je suis en train de parler, vous écrivez. Comme ça, si je finis un point ou une séquence, je peux vous regarder ça et vous répondre. Ok, merci. En tout temps, supposons que vous maîtrisez. Nous allons passer maintenant à la maîtrise des technologies éducatives. Si vous voyez à l'écran déjà, vous allez voir un vidéoprojecteur, un écran et puis quelques outils, quelques éléments. En tant que formateur, la maîtrise des technologies est incontournable de nos jours. Vous n'allez pas faire une formation en ville sans projection. Et aujourd'hui, nous avons l'outil numérique, l'outil informatique qui répond, qui nous aide à ce niveau. L'utilisation d'un ordinateur et l'utilisation de l'application PowerPoint. C'est vrai que PowerPoint n'est pas la seule application, il y a d'autres, mais c'est le plus courant, le plus utilisé, le plus général qu'on utilise, c'est celui qu'on utilise le plus généralement. Et je peux dire le plus simple d'ailleurs. Donc déjà, en tant que formateur, vous devez vraiment faire l'effort de vous familiariser avec ces outils. Comme je dis tout à l'heure, vous êtes formateur, on vous amène un vidéoprojecteur, vous ne savez pas comment brancher le vidéoprojecteur avec votre ordinateur, vous êtes là tâtonner, vous ne savez pas comment faire pour projeter. Donc déjà, aux yeux de vos participants, vous perdez des points. Je dis bien vous perdez des points parce qu'on va sentir, on va se dire que vous êtes certainement à votre première expérience ou vous êtes carrément quelqu'un que vous n'avez pas l'habitude de former. J'oubliais aussi, au niveau de la maîtrise du sujet, il y a un point que je devais vraiment soulever, c'est la maîtrise d'un sujet ne fait pas de nous ou de quelqu'un directement un formateur. Non. La maîtrise d'un sujet ne fait pas, c'est-à-dire on prend un doctorant ou un docteur plutôt dans un domaine précis, un docteur en climatologie ou bien un docteur en quelque chose parce qu'il a eu le niveau doctorat. S'il n'a pas les compétences de formateur, il ne pourra pas transférer sa connaissance aux autres.
Les capacités, les compétences de formateur n'ont rien à voir avec nos diplômes qu'on a dans un domaine précis. Donc, permettez que je revienne sur ce point avant de continuer. Donc, ici, la maîtrise de ces outils, ça embête beaucoup de gens. Et beaucoup de gens pensent que ça ne fait rien. C'est vrai, ça ne fait rien auprès d'un petit public, auprès d'un public novice. Mais à un niveau, ça va vous créer des ennuis parce que lorsque vous serez en face des gens avertis, vous aurez du mal à les convaincre. Aujourd'hui, moi, je dis que je suis formateur. Aujourd'hui, je vous dis que je vous apprends, je vous forme pour développer vos capacités de formateur, vos compétences de formateur. Maintenant, voilà, moi-même, je ne sais pas utiliser vidéoprojecteur ou je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment connecter vidéoprojecteur à un ordinateur ou je ne sais pas utiliser PowerPoint. Est-ce que c'est convaincant? Non. Et puis, il faut comprendre que l'utilisation de ces outils, ça nous facilite la compréhension, c'est-à-dire le transfert de compétences avec notre public cible. D'accord? Donc, c'est vraiment important en tant que formateur de maîtriser ces petits trucs-là pour faciliter votre mission. Parce que déjà, quand il y a problème, vous allez perdre le fil et les participants vont aussi perdre l'envie de vous suivre. Utiliser les médias pour renforcer l'apprentissage. Les médias, nous avons les médias visuels et les médias audiovisuels. Vous aurez constaté que déjà, au cours de cette formation, nous avons des médias, nous avons des images à côté, nous avons du texte et qui défilent un à un pour que vous voyez. Tout ça, ça fait partie de la maîtrise des technologies. Si vous ne savez pas faire ce genre de gymnastique, vous aurez du mal à séduire avant tout votre public pour que le public puisse vous suivre. Et généralement, les gens qui font des formations, tout le diaporama est rempli de texte. Je dis bien tout le diaporama est rempli de texte. Et là, eux-mêmes se mettent à lire. Là, en ce moment, on ne parle plus de formation, mais on peut dire que c'est une conférence ou bien c'est un cours. Est-ce que vous voyez? Donc, déjà, à partir de la manière dont on présente le contenu, le PowerPoint, ça dit en même temps, ça nous donne une idée sur la maîtrise du sujet par le formateur. Donc, généralement, on conseille que le PowerPoint soit assez simple. Il y a généralement un document support, c'est-à-dire un document à côté qui est totalement développé sur la formation que les participants pourront avoir avant ou après la formation. Tout dépend de la thématique. Est-ce que vous voyez? Donc, pour certains, c'est avant la formation, ils ont ça et vous faites la présentation PowerPoint avec des points bien énumérés et vous allez leur expliquer chaque point qu'ils vont retrouver les détails dans le document. D'accord? Maintenant, si c'est après la formation, vous allez leur donner maintenant le support pour qu'ils puissent suivre et voir les détails. Est-ce que vous voyez? Donc, l'utilisation des médias, par exemple, même des fois pour certaines formations, j'insère des vidéos. Arrivé à un moment donné, on va suivre une vidéo ensemble avant de continuer. Je dis bien tout cela, c'est en fonction de la thématique que nous présentons. Ça fonctionne. Donc, déjà, pour M. Valentin qui s'est connecté même plus tôt, il doit voir qu'il y avait des vidéos qu'il suivait. Tout ça là pour pouvoir lui permettre de tenir. Et c'est des vidéos en lien avec la thématique, la formation que nous avons. Communiquer à travers les plateformes virtuelles. Ici, je ne pouvais pas vous montrer ça, mais je crois que pour la plupart d'entre vous, vous avez rempli un formulaire Google Form. Un formulaire pour vous inscrire au groupe, pour vous inscrire à cette formation. En tant que formateur de nos jours, je vous conseille d'apprendre à maîtriser ces outils-là. Aujourd'hui, pour faire une formation, c'est ce que j'utilise. Pour faire vraiment l'évaluation, après cette formation, je vais vous envoyer la fiche d'évaluation de cette formation. Ça, c'est, comme on le dit, ça, c'est les plateformes virtuelles. Si je devais faire papier, déjà, voilà que vous êtes à distance, je vais faire papier, je vais vous envoyer ça. Vous allez remplir ça comment et puis me renvoyer cela. Ben, avec les outils numériques, même des fois, à une formation la dernière fois avec l'équipe de Saban Motor, je crois que Madame Kolani même était là. J'ai dû faire partage de connexion pour permettre à des participants de remplir une fiche d'évaluation où surtout il y avait une fiche de recueil des attentes des participants. Donc là, on devait faire la formation un jour. Avant la formation, j'ai envoyé un formulaire Google Form pour me permettre de recueillir leurs attentes 2 jours, 3 jours avant le jour de la formation. Vous voyez que c'est très pratique.
Eux-mêmes, ils étaient à l'aise puisque chacun est chez lui, il a la tête reposée pour bien remplir, pour pouvoir exprimer ses besoins, d'accord, ses attentes. Et je vous assure que c'est quand on a commencé par recevoir les attentes et nous avons rapidement rectifié, c'est-à-dire que refaire la planification pédagogique. Le scénario que nous avons prévu, dès qu'on a commencé par recevoir les attentes, on a vu que nous risquons de passer à côté des attentes des participants et on a rapidement recadré le truc et refaire le scénario pour s'adapter aux besoins. C'est vrai que ce n'est pas à tous les besoins, à toutes les attentes, non, mais il y a des attentes clés qui se sont recoupées parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont soulevé cet aspect et nous avons pris ça en compte pour redresser ou refaire le scénario pour pouvoir répondre à ces attentes. Donc, communiquer avec les plateformes, je vais vous montrer tout à l'heure à la fin de la formation quelques formulaires et comment ça se présente. C'est des outils gratuits et qui nous permettent de traiter facilement et simplement les informations. D'accord? À la fin de la formation, rappelez-moi que je vous présente un peu quelques données que nous recueillons après une formation. Assurer une infrastructure technique fiable. C'est ce que je dis, le lieu de la formation, la manière dont disposer les salles, et les tables, les chaises et la projection, le système de projection. Il faut que ça soit vraiment fiable. Parce que si vous faites une disposition et il va falloir changer, peut-être vous allez devoir changer dans votre scénario, vous avez prévu que vous allez faire ceci, peut-être faire des travaux de groupe, alors que vous n'avez pas prévu les lieux de travaux de groupe d'avance. Voilà que vous avez prévu dans votre scénario qu'il y a travail de groupe. Là où le lieu qu'ils ont choisi, ça ne permet pas de faire travail de groupe. Vous allez faire comment? Alors que vous avez envoyé l'agenda à un président qui a travail de groupe. Est-ce que vous voyez déjà qu'à ce niveau, ça va être bloqué? Et là, vous avez fait un mauvais scénario. Ce que vous avez prévu et ce qui se passe, ce n'est pas la même chose. D'accord? Donc, assurer une infrastructure technique fiable, c'est important aussi. Et aussi pouvoir résoudre les problèmes techniques. Ça, je l'ai dit et je l'ai répété encore. Vous travaillez avec l'ordinateur qui a un souci, vous devez être en mesure de répondre, de trouver la solution. Vous travaillez avec un vidéoprojecteur qui n'est pas clair, qui a besoin de réglage, il faut le faire, il faut savoir le faire. Je crois qu'il y a même des gens aujourd'hui qui ne savent même pas comment allumer un vidéoprojecteur, comment connecter un vidéoprojecteur à un ordinateur. Si cette formation, nous allons reprendre ça en présentiel, nous allons apprendre tout cela. Et ça serait payant certainement. D'accord? Disposer des compétences sociales. J'espère que je ne parle pas seul. Non, on est là. Ok. Sinon, il reste quelques deux diapositives et puis c'est fini. Je crois que c'est l'avant-dernière diapositive. Disposer des compétences sociales. Ça veut dire quoi? Les compétences sociales, c'est les compétences qui nous permettent de vivre en société. Et l'une des compétences sociales les plus recommandées, les plus nécessaires pour une formation, c'est l'écoute et le respect, surtout l'écoute. Écouter, ce n'est pas entendre. Écouter exige plus d'attention que entendre. Et l'écoute le signe de l'écoute se manifeste dans la réponse. Écouter aussi, ce n'est pas par les oreilles. Écouter aussi, c'est d'en voir. Écouter aussi, c'est d'en voir. C'est-à-dire que déjà, quand vous observez les participants, vous voyez leur position, vous voyez les gestes, vous voyez les murmures, vous entendez les murmures plutôt, vous voyez les choses, vous allez pouvoir vous dire que il y a quelque chose qui ne va pas. Vous-même, vous devez pouvoir adopter cette posture d'écoute pour que les participants aussi adoptent cette posture d'écoute. À un moment donné, vous allez pouvoir vous taire pour que les participants parlent. Vous allez pouvoir leur donner l'occasion de pouvoir faire du bruit ou bien discutailler entre eux, si on peut dire ça ainsi, c'est-à-dire faire de petits échanges entre eux avant de revenir vers vous. Vous ne pouvez pas aussi gérer le groupe, j'ai oublié de le dire, comme une classe d'école où vous êtes le maître et ils sont des élèves. Non. Arrivé en formation, les élèves ou bien les apprenants ou les participants ne sont pas vos élèves, où vous allez monter le ton, hausser le ton et crier sur eux, non. Vous allez donner des ordres, non. Est-ce que vous voyez? Donc, disposer des compétences sociales comme l'écoute et le respect vont vous garantir vraiment l'écoute et le respect aussi des participants. Si vous n'écoutez pas, vous ne respectez pas les participants, ils ne vous écouteront pas, ils ne vont pas vous respecter. Et je crois que c'est vous qui allez perdre. Parce qu'au niveau de l'évaluation, ils vont pouvoir dire tout ce qu'ils pensent et surtout, pire encore, ils vont se promener avec votre réputation dans l'écosystème.
Est-ce que vous voyez? Donc, vraiment, il faut favoriser, il faut permettre aux participants, il faut vraiment démontrer une capacité d'écoute et de respect. Favoriser l'autonomie et la responsabilité. Ça veut dire quoi? Ça va de pair. Autonomie, ça veut dire quoi? Pouvoir permettre aux participants de, si c'est un travail que vous leur confiez, de les laisser exécuter le travail sans pouvoir les assister forcément. Parce qu'il y a des formateurs qui deviennent des répétiteurs ou des enseignants très proches des participants ou des apprenants. C'est-à-dire, vous leur donnez l'exercice, laissez-les faire. Peut-être vous pouvez passer regarder un seul coup, mais pendant qu'ils sont en train de faire, vous ne pouvez pas dire non, ne fais pas ça comme ça, il faut faire ça comme ça, ne fais pas ça comme ça, il faut faire ça. Non. Là, vous ne leur donnez plus l'autonomie, vous ne leur donnez plus la responsabilité. La responsabilité, c'est de pouvoir les laisser faire comme ils ont envie de faire, comme ils ont compris de faire, et pouvoir venir vous présenter ça. Et devant le groupe, vous allez pouvoir apprécier et voir, remarquer ce qui ne va pas et qu'ils vont prendre en compte. Mais si déjà ils sont dans les groupes de travail, vous leur avez dit qu'ils sont dans le groupe de travail et vous-même vous promenez dans le groupe encore, vous dites non, ce que vous faites là, c'est pas ça. Ici, là, c'est pas comme ça. Il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Là, le travail de groupe, personne, non. Il s'agit plus d'un travail de groupe. Est-ce que vous voyez là, c'est la formation que vous continuez toujours dans les sous-groupes et ce n'est pas respectueux et ça ne crée pas de l'autonomie, ça ne permet pas aux participants d'être autonomes et responsables. S'adapter aux différences culturelles. Ici, nos différences culturelles, c'est beaucoup plus dans les langues. C'est-à-dire, bon, on peut supposer les ethnies. Dans d'autres cas, ça peut être les gens d'autres nationalités. Et en d'autres éléments, il y a aussi les notions de genre, c'est-à-dire hommes, femmes, jeunes, adultes. C'est des éléments qu'il faut prendre en compte. Quand vous êtes avec des adultes qui sont avec des jeunes en une formation, vous devez pouvoir reconnaître chacun avec sa place, vous devez pouvoir reconnaître leur autorité. Mais ne pas prendre l'autorité d'une personne pour aussi imposer aux autres. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas imposer aux autres participants jeunes de pouvoir respecter automatiquement le participant âgé. Non. Ce que je veux dire, c'est quoi? Vous tenez compte de chacun son rang et vous les traitez comme participants comme il le faut. Même si vous arrivez de former le président de la République en président des ministres, mais il devient participant au même titre que les autres. Donc, vous traitez les participants comme ils sont tous des présidents, vous ne traitez pas le président comme président et vous traitez les autres participants comme participants. Je ne sais pas si vous comprenez à ce niveau. C'est-à-dire, si vous êtes en phase de là, tout le monde est participant. Maintenant, vous prenez la personne qui a le niveau le plus élevé, vous pouvez prendre ça pour appliquer aux autres et l'ensemble marche. Maintenant, vous carrément adopter un niveau de participation, un niveau de considération des participants qui sera le même pour tous. Mais ne faites pas l'effort, ne faites pas de stigmatisation ou bien de distinction pour dire que non, comme lui là, c'est le président de la République, ou bien le ministre, ou bien c'est le préfet, ou bien le député, vous le traitez différemment dans votre manière de lui parler, dans la manière de se comporter envers lui et de banaliser les autres parce que les autres ne sont rien, ou bien peut-être pendant que les participants lèvent la main, le président lève la main, ou bien l'autorité lève la main, il faut toujours le désigner et oublier les autres parce que vous avez peur de ne pas le désigner et il va vous prendre ça mal. Non, il est participant comme les autres, il va pouvoir se plier à cela. Donc ça rentre aussi dans les différences culturelles que nous, en tant que formateurs, on doit tenir compte pour éviter de frustrer les gens, surtout de frustrer les gens. Encourager la créativité et la réflexion critique. Ça, c'est les questions. Vous devez prévoir aussi des questions sur ce que vous présentez. Comme je dis ici, c'est en ligne, c'est pourquoi je fais ce one-man show. En présentiel, il y a des aspects que moi-même, je vais vous poser des questions que vous-même, en tant que participant, vous devez vous poser. Et nous, les formateurs, c'est les questions même nous-mêmes nous posons pour nous préparer aux questions des participants. Mais s'il arrive à un niveau donné que les participants ne posent pas la question, vous pouvez les inciter, vous pouvez leur donner des réflexions en posant des questions ou en leur faisant faire certaines choses pour que l'idée leur vienne en tête. Donc, il faut encourager la créativité aussi, c'est de leur cadre de l'autonomie, de la responsabilité. Laisser les gens créer de la manière dont ils ont envie de faire et vous allez apprécier. Sur ce point, il faut vraiment faire attention, il y a des expressions, il y a des mots, il y a des manières de faire qu'il ne faut pas faire pour frustrer les gens. Vous avez demandé un travail de groupe, les gens ont fait, même s'ils sont passés à côté, la manière de leur dire qu'ils sont passés à côté, il faut vraiment savoir aussi le dire. Il faut savoir comment se comporter. Peut-être qu'ils sont passés à côté, vous commencez pas à crier, ça là c'est 0, 0, 0, c'est complètement nul. Mes amis, quand vous allez vous prononcer, vous allez parler de cette façon, je crois que déjà,
vous allez vous-même vous mettre dans une catégorie, que tous les participants vont mettre dans cette catégorie. D'accord? Il faut vraiment éviter d'utiliser ces expressions qui vont frustrer davantage ou qui vont vraiment froisser l'orgueil ou le caractère des gens. Est-ce que vous voyez? Donc, s'ils sont passés à côté, eux-mêmes ils voient qu'ils sont passés à côté, tout ce que vous pouvez dire, c'est de pouvoir exhorter ceux qui n'ont pas réussi l'exercice, de pouvoir reprendre ou bien de pouvoir comprendre comment il faut faire pour réussir l'exercice. Vous n'avez pas besoin de qualifier de manière exagérée leur travail, surtout négatif. Surtout négatif. Être capable, voilà, ça rejoint être capable de donner des feedbacks constructifs. Ils ont fait un travail, relever les insuffisances, c'est mieux que d'apprécier le travail de façon globale. Ah, le travail est nul. Non, c'est pas nul. Vous présentez le travail, vous leur faites apprécier par eux-mêmes ce qu'ils ont fait et ils n'ont qu'à relever eux-mêmes les insuffisances. Les feedbacks constructifs, c'est des éléments sur lesquels les gens peuvent se construire, les éléments qu'ils peuvent prendre pour améliorer leur travail. En leur disant, ah, PowerPoint là, vous pouvez faire ceci au lieu de faire cela, vous pouvez faire ceci, ça devait être mieux que cela. C'est encore plus constructif que de dire que non, ça c'est 0. C'est un travail à reprendre totalement. Totalement, non, ça ne se dit pas. Dans le nul, il y a quand même un positif et il faut savoir détecter ce positif-là pour construire sur ça et leur dire d'améliorer le travail, que de dire que le travail est nul. Faire preuve de flexibilité, d'adaptabilité. Ça, c'est vous. La flexibilité, ça veut dire quoi? Les choses ne vont jamais se dérouler comme vous avez prévu. C'est un des éléments que vous devez prendre en compte pour être flexible. Les choses ne vont pas se dérouler comme vous l'avez prévu. Voilà, vous avez prévu que vous allez faire projection, coupe courant bas. Vous vous fâchez, vous énervez, vous mettez hors de vous, commencez pas à crier. Ah, non. Ça ne va pas pouvoir se faire comme ça. D'accord, vous devez être capable de garder votre sang-froid et de dire que bon, on a coupé le courant. Du moins, si j'ai l'ordinateur qui est toujours allumé, je peux toujours utiliser l'ordinateur et jeter un coup d'œil à ce que j'ai préparé et faire. Mais c'est pourquoi je dis qu'il y a une partie de la maîtrise du sujet, c'est-à-dire vous maîtrisez le scénario que même sans lumière, même sans ordinateur, vous pouvez quand même trouver comment occuper les participants sans qu'ils ne sachent que vous avez improvisé. C'est-à-dire que ils vont se dire que ah, c'est comme vous avez prévu qu'on coupe le courant et vous leur donnez ce travail juste au moment où on coupe le courant. Non. Vous savez que ah, il peut arriver ce cas. Même si vous ne savez pas, vous avez l'expérience tellement que vous maîtrisez le sujet tellement que dès qu'on coupe le courant, il ne s'agit pas de vociférer ou de se promener avec les participants. Il faut trouver comment les occuper en lien avec la formation toujours. D'accord? Et c'est ça qu'on appelle la flexibilité, l'adaptabilité. L'évaluation de la formation. Prévoir, évaluer la satisfaction des apprenants. À la fin d'un module, vous demandez comment avez-vous trouvé. À la fin de la journée, vous faites un petit test où vous posez des questions oralement et les gens répondent. Évaluer la performance des apprenants. Ça, c'est à partir des questions, des évaluations. Vous pouvez leur demander cela. Et vous pouvez poser même des questions. Par exemple, à la fin de cette formation, je peux vous demander quels sont les modules qui ont été présentés. La formation a touché quel point, quels sont les éléments clés. Si vous êtes capable de le dire, là, ça prouve que vous avez suivi. C'est un élément de performance des participants. Est-ce que vous voyez? Pouvoir évaluer l'efficacité de la formation, ça aussi, c'est à partir des tests. Donc, déjà, comment les participants réagissent, vous pouvez évaluer carrément toute la formation. Savoir adapter la formation en fonction des résultats. Ça, c'est pour les prochaines fois. Donc, à la fin de chaque formation, vous faites l'évaluation pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pour pouvoir améliorer les prochaines fois. S'auto-évaluer en tant que formateur pour s'améliorer. Nous, on s'évalue, on doit s'évaluer tout le temps. Même si les participants disent que vous avez 10 sur 10, vous avez 100 sur 100, vous, en tant que formateur, vous devez vous évaluer aussi. Il ne s'agit pas de vous flatter. Il ne s'agit pas de vous flatter, il s'agit de vous dire la vérité. Présentez-vous les résultats comme il se doit. Évaluez-vous comme il se doit. Est-ce que ce que j'ai prévu faire, je l'ai fait? Ça, c'est 1. Est-ce que le sujet que j'ai présenté, je l'ai présenté comme je le maîtrise? Ça, c'est 2. Est-ce que les séances, les échanges se sont déroulés comme j'ai prévu? Est-ce que j'ai réussi à garder mon sang-froid comme j'ai prévu?
Est-ce que j'ai réussi à garder l'écoute et le respect comme je l'ai prévu? Est-ce que vous voyez? Donc, il y a plein de choses que vous aurez prévues en tant que formateur et à l'issue de la formation, vous devez être en mesure de les évaluer pour voir si vous avez évolué ou pas. Si vous êtes à votre première formation, tant mieux. Mais si vous êtes à votre deuxième, à votre troisième, vous devez comparer ça aux autres formations que vous avez déjà réalisées et voir maintenant comment ça se présente. Est-ce que vous avez régressé ou bien vous avez progressé? Est-ce que vous vous êtes amélioré ou bien vous êtes dégradé? Donc, c'est très important de s'auto-évaluer. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous ne faites pas ça avec les participants, non. Vous faites ça avec vous-même. Et en le faisant, vous pouvez vous amuser à approcher un ou deux participants que vous sentez plus éveillés. Vous pouvez leur demander comment vous avez trouvé la formation, comment vous m'avez trouvé dans la présentation, est-ce que je me suis énervé, est-ce que vous avez senti ceci, cela, pour qu'ils vous fassent le retour. C'est ce que moi je fais habituellement. C'est ce que j'ai toujours fait. Après la formation, s'il y a l'un des commanditaires qui est là, un superviseur, un surveillant, je lui demande. S'il n'y en a pas, parmi les participants, j'apporte un ou deux, je dis, bon, comment vous avez trouvé la formation? Est-ce que j'ai bien parlé? Est-ce que je me suis bien comporté? Et autres là. Il arrive même que je me comporte mal avec certains participants. Et à la fin de la participation et de la formation, je les approche pour leur présenter les excuses. Je les approche pour leur présenter les excuses et puis leur dire comment ça s'est passé et puis leur demander leur avis et tout cela pour que ça passe. Ça rentre dans l'auto-évaluation. Maintenant, créer des rapports d'évaluation de qualité. Ça, c'est en face d'un commanditaire. Donc, le rapport d'évaluation, c'est le résultat global les résultats globaux de la session. Donc, vous devez être en mesure de faire ces rapports aussi pour vous aider à évoluer. D'accord? Je crois que ça devient long. Ou bien? Vous êtes là? Voilà. C'est trop long, on va continuer, on va arrêter comme ça. Il reste encore quelques diapositives. Voilà. C'est l'avant-dernière diapositive. Avoir de la créativité, l'innovation, ça, c'est les petits trucs que vous pouvez avoir en plus. Hein. Si vous n'êtes pas créatif ou innovant, pas de souci. Mais ça vous permet de vous démarquer. Ça vous permet d'être différent des autres formateurs. Votre créativité, votre innovation vont vous mettre dans le cœur des participants. Et c'est pour dire quoi? Les participants, c'est vrai, les gens aiment l'habitude. Ils veulent que les formations se déroulent comme ils ont toujours suivi. Votre créativité et votre innovation peuvent créer des problèmes. C'est-à-dire qu'ils vont se dire que non, eux ne faisaient pas formation comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est-à-dire qu'ils ont pris une mesure d'avant pour pour évaluer votre mesure, votre formation présente. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est ça qui fait que le risque d'innovation, de créativité peut créer des problèmes. Si je prends l'exemple de mon cas où j'ai utilisé Google Forms pour recueillir les attentes, le risque là-bas, c'est que ce qui s'est passé, certains participants ne savaient pas utiliser Google Forms, ne savaient pas remplir le formulaire. De deux, comme ça a nécessité des connexions, les gens n'étaient pas connectés pour remplir. Et trois encore, les gens ont trouvé que bon, ils ne sont pas habitués à cela, que salariés n'ont jamais vu ça et ils ne peuvent pas rentrer dedans. Donc, c'est les gens aussi qui sont caducs, les gens qui sont rigides. Les gens qui sont conservateurs, ils veulent que les choses se passent comme ils ont toujours vécu ça. Donc, quand il y a innovation, il y a changement un peu, ils trouvent que non, ce n'est pas bien. Maintenant, il faut savoir les préparer, il faut savoir les mettre dans le bain pour qu'ils puissent recevoir, accueillir ce changement. Les premières fois, c'était difficile, mais quand on s'est retrouvé en formation, on leur a expliqué les choses, et même ils ont compris. Ils ont même salué l'avantage, ils ont même reconnu l'avantage de cette stratégie. Est-ce que vous voyez? Donc, pouvoir impliquer de nouvelles idées dans les formations, c'est bien, mais c'est risqué. D'accord? Développer des approches créatives pour l'apprentissage. Voilà. Nous, déjà, moi, à mes formations, la plupart de mes formations, il y a toujours une innovation. Il y a toujours une innovation selon le public. D'accord? J'ai fait une formation sur la gestion des conflits c'était 7 sessions. Donc, sur les 7 sessions, la manière dont chaque session s'est déroulée, ce n'est pas de la même manière. Les manières étaient différentes parce que selon les contextes, selon ce que j'ai déjà fait et selon les résultats que je vais attendre, j'ai toujours adapté. Est-ce que vous voyez?
Par exemple, à une formation, à mes formations tout dernièrement, je demande aux participants de toujours changer de place le lendemain ou sur le lendemain. Si les formations c'est sur 2 jours, 3 jours, à chaque jour, le participant choisissait une nouvelle place. Ce qui était frustrant, mais à la fin, ils ont trouvé que c'est intéressant. Et je voyais. Donc déjà, je leur ai dit d'avance cela. Et chaque fois qu'ils viennent et changer de place, ils avaient l'impression d'abord cette impression de changement, d'amélioration. Parce que là, au moins cette fois-ci, si je ne suis pas à la bonne place aujourd'hui, à ma bonne place aujourd'hui, si j'ai fait cette expérience à cette place aujourd'hui, je dois pouvoir faire l'expérience à une autre place. Et ça aussi, c'est pas fait au hasard. Moi-même, je le vis, moi-même, je le pratique. Et aussi, c'est ce que la science dit par rapport au cerveau. Le cerveau aime le changement pour pouvoir faire de nouvelles connexions. Est-ce que vous voyez? Et puis surtout pour pouvoir marquer les participants. Je dis bien pour pouvoir marquer parce qu'aucun formateur ne leur a amené à faire cela. Parce que moi-même, je leur demande, ils disent non, ils n'ont jamais fait ça comme ça. Donc déjà, ça permet de les marquer. Les marquer, ça veut dire qu'ils vont garder le thème et la stratégie, vont les mettre ensemble. Est-ce que vous voyez? Donc déjà, ça, c'est ce que nous vise comme objectif, que les participants se rappellent d'une formation et d'un formateur en l'associant à une manière différente de faire. Donc, nous, en tant que formateurs, nous devons toujours trouver une touche particulière à donner à nos scénarios, à nos séances de formation. Explorer de nouvelles techniques pédagogiques. Explorer de nouvelles techniques. Il y a plein de techniques pédagogiques que nous, en tant que formateurs, on doit pouvoir les parcourir, les essayer, les tester. Déjà, comme je disais, pour la formation avec un groupe, nous avons utilisé une technique qu'on appelle l'assimilation. L'assimilation exige qu'on briefe les participants, qu'on leur dit qu'on va faire une simulation. Une simulation, c'est un peu comme un théâtre, un jeu de rôle. Mais quand on prépare les participants, l'effet attendu n'est pas souvent cela. Est-ce que vous voyez? L'effet attendu n'est pas souvent cela parce qu'ils se disent qu'ils sont dans la simulation. Ce que nous avons fait une dernière fois, c'est directement de mettre les participants dans la simulation comme si c'était une situation réelle jusqu'à ce qu'ils ne puissent se rendre compte que c'était vraiment une simulation, que c'est ça vers la fin. Est-ce que vous voyez? Donc, on n'a pas fait un briefing dès le début, on les a mis directement dans la simulation et c'est à la fin qu'on a fait le débriefing pour leur expliquer pourquoi on a fait ceci, on a fait cela. Est-ce que vous voyez? Et même à ces formations, nous avons préconisé de faire des simulations. Le formateur fait la simulation, les participants font la simulation et on va maintenant dans une situation réelle. Ça, c'est une nouvelle technique pédagogique que nous utilisons ces derniers temps qui vise principalement à développer les capacités ou les compétences d'une personne ou d'un groupe cible. Beaucoup de gens ne voient pas cela, ne connaissent pas cela, ils ne le voient pas de bien. Mais nous, déjà, le fait de l'avoir pratiqué, ça permet aux gens de développer rapidement en un temps court les compétences et autres là, parce que déjà, le cerveau va s'habituer à la situation et ce qui va faciliter l'apprentissage, va accélérer même d'ailleurs l'apprentissage. Trouver des solutions innovantes pour les défis de formation. Ça, on est toujours en train. Comme je dis, les solutions innovantes, on utilise Google, les applications numériques pour faire l'évaluation, pour recueillir les attentes. Tu vois? Donc, même des fois, même en séance de formation, on peut envoyer des liens dans un groupe. On crée des groupes d'avance où on met les participants et on les partage des documents et des modules, des éléments de la formation, le jour de la formation, pendant la formation ou à la fin de la formation. Pouvoir adapter la formation au changement technologique et culturel. Voilà. Et comme je dis, j'ai fait la formation sur la gestion des conflits dans 6 ou 7 localités. Dans cette localité. Maintenant, dans certaines localités, il n'y avait pas le courant. Dans d'autres, il y avait le courant. Donc, j'ai dû adapter cela. Dans le contexte où il n'y a pas le courant pour faire la projection, j'ai dû faire une présentation orale, mais avec la craie, là, de façon pédagogique, je recopiais les choses au tableau. Est-ce que vous voyez? Dans d'autres, j'ai fait des photocopies du document, du manuel que j'ai donné d'avance à certaines personnes du groupe. Et il y a d'autres qui font WhatsApp, je leur ai partagé cela. Est-ce que vous voyez? Donc, tout ça là, c'est de pouvoir s'adapter. L'essentiel, c'est de s'adapter pour répondre aux besoins. Parce qu'on ne peut pas prendre une même situation et imposer à tout le monde, à toutes les cibles. Est-ce que vous voyez? Montrer du leadership et de la motivation. Leadership, la motivation. Être capable de diriger une séance. Une formation, c'est long, c'est fatigant,
c'est redondant, ça va à gauche, ça va à droite, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Si vous n'êtes pas capable de diriger une séance, vous n'êtes pas capable de faire taire un public qui vous suit attentivement pendant au moins une durée plus ou moins longue, vous ne méritez pas encore le terme de formateur. Si vous êtes devant un public, mais vous avez l'impression que c'est le public qui est devant vous, c'est-à-dire c'est le public qui vous dirige, là vous n'êtes pas encore un formateur, vous n'avez pas encore développé votre leadership. Votre leadership, c'est de vous faire suivre. Vous êtes devant le groupe, c'est une position du leader et le groupe doit pouvoir vous suivre. Et vous n'allez pas les forcer à vous suivre, vous allez les motiver. Je ne sais pas si vous voyez là où le truc se présente. Motiver les participants à vous suivre. Et vous allez pouvoir vous montrer leader pour cela. Être capable de diriger la séance. Sinon, si vous laissez le groupe vous diriger, on vous dit formateur, il faut faire ceci, formateur, il faut faire cela. Finalement, c'est le groupe qui a fait la formation, ce n'est pas vous. Inspirer et motiver les participants. Inspirer en racontant vos propres expériences, comme je viens de le faire tout à l'heure. Motiver en faisant des exercices pratiques, des choses pour les réchauffer, pour les dynamiser. Si c'était en présentiel, il y a des bancs, les applaudissements qu'on apprend, il y a des exercices physiques qu'on apprend pour permettre aux participants d'être motivés, d'être inspirés. Parce qu'il y a une personne assise pendant des heures à vous écouter, qui ne parle pas, qui ne dit rien. À un moment donné, la personne commence pas à s'endormir. Donc, il faut les dynamiser, il faut les motiver. Pouvoir faire preuve d'enthousiasme pour l'apprentissage. Vous-même, la manière dont vous parlez de la chose, il faut que le participant puisse sentir que vous aimez la chose, vous êtes enthousiaste. D'accord? Et c'est cette énergie que vous allez transférer aux participants. Si vous-même vous enseignez quelque chose, on sent que vous êtes détaché de la chose. C'est-à-dire, je vous dis ce qu'il faut faire, je vous dis ce qu'il faut faire, moi-même, je ne le fais pas, et moi-même, on ne sent même pas que je suis intéressé à le faire. Les participants ne vont pas pouvoir rentrer dedans. Est-ce que vous voyez? Donc, soit je raconte mes expériences personnelles, réelles, mes expériences professionnelles, les expériences que j'ai faites en lien avec ce que je leur dis, ou bien je leur dis que j'ai prévu, ce que là, pour que les participants aussi puissent se sentir impliqués, puissent se sentir enthousiastes. Est-ce que vous voyez? C'est cette énergie que vous allez pouvoir garder en vous, qu'on sent que vous êtes passionné de ce que vous faites, c'est la passion. Est-ce que vous voyez? Donc, qu'on sent que vous êtes passionné de ce que vous faites, et c'est cette passion que vous allez transférer aux participants, et c'est ça qui peut déclencher l'acquisition des connaissances et la consolidation des connaissances. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est très important de pouvoir faire preuve d'enthousiasme pour amener les participants à apprendre. Comprendre la motivation des apprenants. C'est vrai, ça devait être fait dès le début. Au début, déjà, vous allez pouvoir demander aux participants pourquoi ils veulent suivre cette formation. Ici, vous allez pouvoir les comprendre. Et aujourd'hui, je fais cette formation pour les jeunes qui veulent développer ou du moins s'orienter vers ce secteur de formation, ou qui sont en recherche d'emploi, qui veulent avoir des compétences de formateurs pour pouvoir mériter le poste qu'ils recherchent, ou des gens qui sont déjà formateurs qui veulent renforcer cette situation. Est-ce que vous voyez? Donc déjà, si vous savez cela, la manière dont vous allez dispenser, la manière dont vous allez présenter, ça va pouvoir continuer par leur donner envie. C'est pourquoi on dit que vous devez pouvoir augmenter leur motivation au lieu de l'éteindre. Aujourd'hui, si je vous dis que le secteur de formation, ça ne rapporte pas, ça ne veut rien dire, bon, ça ne donne rien, mais pourtant, je suis en train de vous faire une formation. Maintenant, imaginez, est-ce que vous allez être motivé? Non. Et puis, je vous présente la formation de telle sorte que vous pouviez vous sentir capable aussi d'être formateur ou d'être formatrice pour que vous puissiez être motivé. Mais si je vous présente les choses de manière plus compliquée, de manière plus difficile, et vous sentez que vous ne pouvez pas faire cela, je ne vous motive pas, je vous démotive. Est-ce que vous voyez? Donc, déjà, vous êtes là, vous allez pouvoir me dire à la fin si je vous ai motivé à pouvoir faire cette formation, à pouvoir être formateur un jour. L'avantage d'être formateur, c'est que vous vous formez avant de former les autres. Justement, c'est pour ça que personnellement, je me suis engagé dans cette voie. Et aussi, j'ai trouvé vraiment que être formateur, c'est aussi contribuer à construire les hommes et les organisations. Parce que vous voyez, aujourd'hui, de nos jours, en tout cas depuis un certain moment, les gens ont toujours pensé que c'est l'argent qui fait la ressource la plus importante dans la création d'une entreprise. Mais non, c'est la compétence. C'est la compétence qui va faire venir l'argent. Et pour avoir cette compétence, soit vous formez, soit vous vous faites former. D'accord? Soit vous vous formez, soit vous vous faites former. Donc aujourd'hui,
La manière dont nous avons, les meilleures manières dont nous avons pour acquérir des compétences, c'est la formation. Et c'est ce que nous remarquons dans notre écosystème, dans notre Togo ou bien dans notre région. Il y a très peu d'organismes de formation et surtout de structures de formation, des personnes compétentes pour faire des formations en bonne et due forme pour que les gens soient compétents. Donc, c'est vraiment cela, c'est très intéressant et c'est très crucial pour nous d'apprendre à former pour pouvoir contribuer efficacement au développement de notre pays. Être capable de créer des objectifs pour les apprenants. Il y a certains, quand ils vont venir à la formation, ils ne savent pas à quoi s'attendre ou du moins ce que ça va leur servir, à quoi ça va leur servir. Vous, en tant que formateur, vous pouvez leur dire cela. Vous pouvez leur dire. Donc, déjà, pour vous, je vous dis que si vous devenez formateur, si vous développez vos capacités de formateur, vous allez gagner d'abord parce que vous allez vous former vous-même d'abord. Les connaissances que je suis en train de vous donner, j'ai dû chercher ça, renforcer cela pour pouvoir vous donner comme il le faut et pour que vous puissiez les avoir. Donc, je me suis formé d'abord avant de vous former. C'est la meilleure façon d'acquérir des compétences, c'est de former les autres. Donc, moi-même, je me forme en formant les gens et je m'amuse à amener les gens aussi à former d'autres personnes pour pouvoir renforcer leurs compétences. Donc, si aujourd'hui vous êtes prêts, vous avez envie de former et d'être accompagné pour devenir formateur, nous, on pourra vous mettre dans notre programme et vous inciter en vous préparant à animer aussi des formations pour pouvoir vous former. Il y a d'autres formations que je vais organiser aussi sur comment préparer un module de formation. Comment nous faisons pour préparer un module de formation de 2 heures, de 3 jours, de 2 jours, de 3 jours, ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est très important. En tout cas, je trouve que c'est très utile de devenir formateur parce que là, vous allez gagner votre pain de gauche à droite, pas de gauche à droite, hein, c'est que vous allez être sollicité. Parce que la preuve est que de nos jours, les gens sont de plus en plus incompétents et vous êtes tous au courant, vous le savez. Est-ce que vous voyez? Donc, si aujourd'hui vous vous montrez compétent dans un domaine et vous avez la capacité de pouvoir transférer les connaissances aux gens, je crois que vous allez être sollicité. Comment, principalement, moi, je suis sollicité. Cette semaine, j'ai fait la formation de 2 jours à des gens sur le marketing. C'est des entrepreneurs sur le marketing. Avant cela, j'ai fait des formations, 2 semaines avant cela, j'ai fait des formations sur les AGR à 198 femmes dans 6 localités. Avant cela, j'ai formé les gens sur la gestion des conflits. Vous voyez déjà la diversité de ces thèmes. Les gens vont dire, ah, tu es expert de tous ces thèmes. Pas forcément. Je sais former. Donc, en sachant former, je connais les techniques de formation qui sont adaptées aux thématiques. Donc, dès que je connais la thématique, je sais où prendre les informations et comment les transférer aux gens. C'est pourquoi j'ai lancé cette formation des formateurs, que les gens ne comprennent pas. C'est dire formateur dans quel domaine? On n'a pas besoin de domaine. Si on connaît la technique de formation, c'est fini. Quel que soit le domaine, on peut former les gens. Donc, j'ai formé les gens sur comment faire les forums communautaires et former les gens sur la gestion des conflits, former les femmes sur les AGR, former les gens sur le marketing et je vous forme sur devenir formateur. La dernière fois, j'ai formé les gens sur community manager. Donc, vous comprenez qu'en maîtrisant la technique de formation, on pourra former dans tous les domaines et on va avoir l'air d'être un expert. Et effectivement, on deviendra un expert parce qu'on va se former avant de former les autres. À vous les questions maintenant. Et à moi les réponses. Ou bien à moi les questions et à vous les réponses. Vous êtes là? À vous la parole. Oui, on est là. À vous la parole. Je vous écoute maintenant. Ouvrez vos micros. Je vous écoute. Monsieur Valentin, Monsieur Rapidi. Oui. Oui. Vous avez parlé de virtuel. J'ai parlé de les plateformes virtuelles. Oui, les plateformes virtuelles, oui. Oui. Je voulais savoir, est-ce que comment les
Merci. Ok, je n'ai pas bien entendu, mais je me dis que vous demandez, comme j'avais dit de me rappeler, les plateformes virtuelles, là, sur quoi il s'agit exactement, ou bien, Monsieur Valentin, Allô? vous Monsieur? connaissez Google Form? Allô? Vous connaissez l'application Google Form, par exemple? Oui. Voilà. Donc, c'est ça que vous avez, vous voyez mon écran, non? Ah, j'ai pas partagé Oui. l'écran. Non, c'est pas. Ok. Vous voyez maintenant mon écran? Donc, voilà un formulaire qui nous permet de recueillir les informations sur les participants. Donc, c'est le formulaire que je vous ai envoyé pour l'inscription à la formation devenir formateur ou formatrice. Vous voyez comment ça présente les données. Donc, vous voyez que c'est plus facile à analyser. Je vais vous présenter un pour l'évaluation d'une formation. Ça, c'est la formation que j'ai faite cette semaine sur le marketing. Sur le marketing, comme les gens n'en avaient pas été, donc j'ai pris les trucs en papier physique pour ressaisir en version numérique. Ça permet de traiter. Vous voyez comment ça se présente. Vous arrivez à voir. Voilà, durée prévue pour la formation. Les participants notés. Combien de personnes ont noté bon? 12. Combien de personnes noté excellent? 9. Combien de personnes noté mauvais? Une personne. Donc, vous voyez, quand vous saisissez les données, quand les données rentrent, les statistiques se présentent comme ça. Voilà, les commentaires. Par rapport à cette première question, quels sont les commentaires que les gens ont donnés? La formation a été un peu rapide. 2 jours, c'est petit pour cette formation, au moins 3 jours. Donc, vous voyez ça. La deuxième question, échange entre les formateurs et les participants. Tous les participants ont trouvé que, les participants ont trouvé que c'est excellent. 3 ont trouvé que c'est bon. Après, ils ont donné les commentaires. Module présenté. Tout le monde a trouvé que non, c'est excellent. Le module est bon. Après ça, ils ont donné aussi les détails, les commentaires, le contenu des modules et les outils proposés. 21 personnes ont trouvé que non, c'est excellent et une personne a trouvé que c'est bon. Commentaires. En disant des livres propres, on peut bien s'identifier, voir dans quelle mesure on peut bien évoluer. Ça nous permet d'être différent de ceux qui n'ont pas reçu de formation. Donc, ça, c'est des choses intéressantes. Ceux-là n'avaient pas de maîtrise de ces outils. J'ai dû faire les papiers, moi-même bien ressaisir les données dans le formulaire pour avoir cette analyse. Mais si on ne sait pas utiliser ces plateformes, vous imaginez comment ça devait être difficile de prendre des feuilles et se mettre à noter, faire des tirets, on ne pourra même pas analyser. Donc, quand vous faites votre rapport, vous mettez ces données dedans, ça convainc le partenaire, ça convainc la personne qui vous a donné ce marché, qui vous a donné cette mission. Ils ont dit la gestion de la salle, les participants par les formateurs. Ils ont trouvé que non, 20 personnes ont trouvé que c'est excellent, 2 personnes ont trouvé que c'est bon. Donc, c'est des choses que je vais copier-coller dans le rapport et avec les commentaires qui suivent. Donc, quand un partenaire, même avec le lien d'accès à ces données en ligne, pour que le partenaire puisse voir que c'est vraiment les participants qui ont donné ces informations-là. Donc, c'est une des plateformes en ligne qu'on peut aussi utiliser. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui. C'est un logiciel conçu par vous-même. Non, c'est Google Forms, c'est une application de Google. C'est gratuit.
Maintenant, le formulaire, moi-même, je le conçois. Et vous Si vous êtes... Pardon? Et vous voyez ça sur Google Form là? Oui, c'est Google Forms, c'est l'application de Google qui permet de créer ces formulaires-là. Après, je crois que je ne vous ai pas envoyé le formulaire à remplir pour vous inscrire à la formation. Après, je vais vous envoyer cela. Je crois que M. Valentin aussi n'a pas eu ça. Mais Mme Kolani a déjà rempli ce formulaire-là. Donc, si vous voulez devenir formateur, vous voulez apprendre à utiliser, même si vous ne voulez pas être formateur, vous voulez apprendre à utiliser ces applications, faites-moi signe inbox et puis on va échanger. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, à la fin de cette formation, je vais vous envoyer le questionnaire d'évaluation de cette formation que vous allez remplir avec ce formulaire-là toujours. Je vais les recevoir. Dès que vous les remplissez, vous les aurez dans vos portables et par WhatsApp, vous les remplissez et puis vous me renvoyez. Et vous les envoyez. Moi, je vais aller sur Google Forms et je vais voir les résultats. Ces formulaires seront anonymes, c'est-à-dire il n'y aura pas vos noms, à moins que vous-même vous communiquez vos noms pour qu'on vous contacte pour d'autres choses. C'est bon? Madame Kolani, vous êtes là? Madame Kolani, on est là? Oui, c'est bon, je suis là. Ok, toi, tu préfères écrire. D'accord. Est-ce que vous avez des questions encore? Monsieur Rassidi. Oui. Vous avez des questions? Ok. Non. Vous avez envie de devenir formateur? Ou bien vous êtes déjà formateur? Oui. J'ai juste envie de devenir formateur. Vous avez déjà formé des gens une fois? Oui. Ok. Et comment vous avez trouvé cela? C'est difficile. La formation que j'ai faite, c'est auprès des producteurs agricoles. Voilà, les formations techniques, ça. La formation technique sur les itinéraires techniques.